Salut les amoureux de la bière. Allez, aujourd'hui on va s'attaquer à un côté obscur de notre breuvage favori, à savoir ces bières à la robe sombre que sont les stouts et les porteurs, ainsi bien sûr qu'à leurs nombreux dérivés et sous-styles. Vous connaissez maintenant la chanson si vous êtes un habitué de mes précédentes vidéos. Alors comme avec les autres familles des bières à fermentation haute, les brasseurs ont regorgé d'idées à travers les années pour décliner la version de base en un nombre assez conséquent, voire très conséquent, de variétés originales. Ce n'est pas pour rien qu'en cave spécialisée, la grande famille des stouts est largement représentée et que chaque brasserie en produit au moins une, si ce n'est plusieurs, et que même certaines brasseries en ont fait leur spécialité. Et plus généralement dans le monde de la craft beer, c'est un style très apprécié. Alors comme pour les IPA, c'est un monde bien plus complexe et passionnant qui se cache derrière la plus célèbre d'entre elles, à savoir la Guinness, dont tout le monde connaît au moins le nom et qui restera, quoi qu'il arrive, la stout la plus célèbre de l'univers. Mais si cette Guinness peut faire penser au grand public que la stout est d'origine irlandaise, enlevez-vous tout de suite cette idée de la tête. Je vais chipoter un peu, mais la stout est en fait un dérivé du porter, qui lui est bien anglais à la base. Il est apparu en premier au XVIIIe siècle, grâce aux brasseurs londoniens. Alors en incorporant un malt très foncé à leur bière classique d'alors, qui s'appelait l'Entire, ils ont en quelque sorte créé une nouvelle bière, sèche et désaltérante, qui a vite conquis les dockers et autres portefaix des quais londoniens. Et à force d'en consommer, d'en boire des tonneaux, l'Entire, foncé, a rapidement pris le nom de ses porteurs de marchandises, portefaix, et autres charges lourdes. D'où le nom de porteur qui est resté. Et à l'origine, le terme stout veut dire fort, brave, solide, et était accolé au porteur plus fort en alcool et en goût. Ce n'était pas encore un style à part entière. Ça l'est devenu grâce aux Irlandais qui étaient friands de ces bières noires et qui en ont fait un style de bière propre. Surtout à partir de 1795, quand le gouvernement anglais a supprimé les prohibitifs droits de douane sur les maltes torréfiés nécessaires à la fabrication. Alors quand les Londoniens se sont lassés en plus de ces dernières, vers le milieu du 19e siècle, les Irlandais ont continué à développer le style en trois catégories que sont les ordinaires, les extras et les exports, foreign export. Ensuite, les porteurs ont peu à peu disparu, victimes du développement de styles concurrents et d'une production de moindre qualité, tandis que les stouts, elles, ont perduré. Mais on assiste à un retour, pas en force, mais un retour des porteurs depuis les années 60, on va dire, même s'il ne retrouvera jamais sa notoriété d'antan. Après cet aperçu historique, passons maintenant au côté un peu plus technique de ces bières noires. Alors quand je dis noir, c'est pas tout à fait vrai, on est plus, pour être exact, dans le Dark Ruby Red, c'est-à-dire un rouge très foncé, très profond. Cette couleur est obtenue grâce au malt hautement torréfié et aux grains d'orge grillés qui sont présents dans le mou. Cela donne à la dégustation des goûts prononcés de cacao, de grains grillés, de café, voire de caramel. Et l'amertume est assez prononcée. La mousse est généralement beige foncé et a une texture crémeuse, voire carrément très collante. Elle se boit à température ambiante, c'est-à-dire entre 12 et 14 degrés. En effet, trop froide, on ne sent pas tous les arômes pouvant se dégager de ce style complexe, et pour moi c'est un véritable gâchis. Alors à la limite, vous les conservez au frais dans la porte du réfrigérateur, mais sortez-les un moment avant de les déguster. Enfin, ce sont des bières qui s'accordent vraiment bien avec les fromages de caractère, les viandes grillées, la plupart, et des desserts plutôt consistants à base de café ou de chocolat. Sans oublier les huîtres, il existe d'ailleurs un sous-genre appelé la Oyster Stout, contrebalançant le côté torréfié par ce côté iodé. Alors après, il faut aimer, mais c'est une expérience. Mais comme pour les IPA, il existe plusieurs sous-styles clairement identifiés et vraiment très appréciés. Et c'est un genre qui se prête mais alors idéalement à toutes sortes de variantes et d'expérimentations, donnant véritablement une infinité de déclinaisons dans chacun de ces sous-styles. À la base, il y a donc l'Irish Stout, aussi appelé Dry Stout, dont la Guinness est l'exemple le plus emblématique, forcément. La Murphy's et la Beamish sont aussi très célèbres dans les pubs du monde entier, la plupart d'entre vous ont au moins vu l'enseigne. Ce sont des stouts assez faibles en alcool, plutôt café et amer en bouche. Puis il y a la version plus forte, l'Imperial Stout, qui va titrer entre 8 et 15 degrés en moyenne. À l'origine, on parle de Russian Imperial Stout, car les nobles des cours du Tsar de Russie au XVIIIe et XIXe siècle en étaient très friands. Elles étaient produites en Angleterre et leur haute teneur en alcool leur permettait de mieux se conserver pendant le long voyage, de même que la durée de ce dernier allongeait la période de fermentation, ce qui était encore mieux. Le terme Imperial Stout regroupe donc beaucoup de sous-genres, mais quand c'est précisé Russian devant, vous pouvez être sûr d'avoir une stout puissante, sèche, très café et chocolat
pas d'ajout superflu. Et en ayant l'habitude de ce genre de bière, on les distingue, mais alors sans hésitation, de leurs sœurs plus sucrées. En effet, les brasseurs ne se gênent vraiment pas pour jouer aux petits chimistes et proposer des Imperial Stout, mais alors mariant les goûts originels à toutes sortes de saveurs. On peut citer vanille, orange, coco, marshmallow, sirop d'érable, peanut butter, caramel au beurre salé, noisette, affogato, toffee, j'en passe les meilleurs. Je vous l'ai dit, c'est un genre mais alors vraiment complexe, mais qui se prête magnifiquement bien au mélange des goûts. Et les voici, ces canettes que j'ai prises dans ma cave perso, donc pour illustrer les styles et sous-styles dont je vais vous parler maintenant. Donc pour les dénominations les plus connues, on peut citer les Milk Stout ou Sweet Stout de leur nom originel, ayant un rendu crémeux vraiment très soyeux en bouche par l'ajout de lactose. Alors, par exemple, on a une petite française chez Zubru, Milk Stout, ou la version un peu plus costaud de chez Advanced Theory des Américains, Imperial Milk Stout, carrément. Les Hot Milk Stout, qui sont une variante des Milk Stout avec l'ajout d'avoine au lieu de lactose, pour donner une agréable rondeur. Alors c'est assez faible en alcool, mais c'est franchement riche sous le palais, très intéressant. Allez, je vous en donne une aussi, je les ai préparées, c'est pas pour rien. La Black Mamba de chez Aviator, brasserie américaine. Les Pastry Stout maintenant, qui sont vraiment des bières de dessert, comme leur nom l'indique. Alors si c'est mal équilibré, ça peut vite devenir écœurant, mais quand c'est réussi, c'est quelque chose pour moi d'exceptionnel. Alors la débauche avec sa Carnival et Dulce de Leche, dont j'ai parlé dans le top 20, est pour moi l'exemple parfait de la Pastry Stout réussie. C'est très gourmand sans être écœurant justement. J'en ai goûté aussi à la Banoffee, au churros, au carrot cake, au caramel beurre salé, au cheesecake, etc., etc. Les Baltic Porter, maintenant, qui trouvent leur origine au XVIIIe siècle dans les pays bordant la mer Baltique, comme le nom l'indique encore une fois. Elles titrent entre 6 et 10 degrés, pour être large. C'est très proche des Russian Imperial Stout, qui les ont inspirés, mais c'est un peu plus sucré et moins houblonné, en fait, avec plutôt des notes de fruits noirs, caramel et fruits secs. Alors, c'est pas un genre très représenté qu'on trouve souvent en cave, mais c'est franchement bon, c'est franchement intéressant. Je vous montre celle que j'ai bu pas plus tard qu'aujourd'hui, de chez Hardywood, qui est une brasserie américaine assez reconnue, et qui, elle, a été brassée avec des graines de café en plus pour donner un peu plus de corps et de puissance. Les Robust Porter maintenant, qui se situent entre le Porter et la Stout. Alors c'est plus amer qu'un Porter, mais moins qu'une Stout. C'est le côté grillé du malt qui va se retrouver en bouche, pas du tout celui de l'orge. C'est doux et amer à la fois et c'est une bière assez complexe aux notes de chocolat et de caramel la plupart du temps. Les American Stout, qui mélangent malt torréfié et houblon américain, c'est souvent des bières de grande classe, comme on pourrait dire. Et maintenant, attaquons-nous, allez, on va dire au style un peu plus freestyle, à la One Again, People You. Le moteur se barre, mais ça, on s'en fout. Il y a les Chocolate Stout, par exemple Northern Monk, j'ai bu il n'y a pas longtemps, c'est carrément Chocolate Caramel Biscuit Porter. Il y a, Fauve, bonne brasserie parisienne qui arrive sur le marché, Chocolate Caramel Beurre Salé. On a celle que j'ai mis dans le top 20 aussi, en top 3, l'Imperial Stout Chocolat. Quand on la verse, on dirait carrément chocolat avec les bulles, carrément chocolat chaud. Northern Monk, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a également, alors ce qui marche bien, c'est les épices. Alors, il y en a les Mexi Cake, je n'ai pas pris d'ailleurs, bon, tant pis. Les Mexi Cake, c'est des Imperial Stout. Bougez pas, j'en ai une. Celle-ci, de Piggy, c'est une Mexi Cake Triple Wood Barrel Age. Bon, celle-là, elle est vieillie aussi en fût. On sent les épices, alors quand c'est bien équilibré, et certaines brasseries comme Prairie, brasserie américaine, s'en sont fait la spécialité. Ils ont une base d'Imperial Stout et après ils mélangent avec vanille, coco à bean, mais souvent c'est épicé. Alors quand c'est bien fait, on sent l'épice et ça donne beaucoup de caractère et ça relève le goût. Quand c'est mal fait, forcément, ça s'arrache la bouche, aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les Affogato, Imperial Hazelnut and Toffee Stout. Voilà, tout peut se mélanger. La churros, allez, stop. Maintenant, vous aurez compris que les brasseurs en profitent pour décliner les Imperial Stout avec leur goût perso et les goûts du public. Je voudrais insister sur les Barrel Age, alors sur les vieillissements en fût, parce que les Imperial Stout, ce sont le style qui se prête mais à merveille au vieillissement en fût. C'est certainement le style le plus représenté d'ailleurs en Barrel Age Beers. Tous les sous-styles peuvent être vieillis en fût, donnant des bières de caractère et uniques selon le bois utilisé, le temps passé dedans, les passages en fût différents, plus ou moins, il y en a qui les passent en plusieurs fûts. Les combinaisons sont infinies. Des brasseurs peuvent même décliner une même Imperial Stout de base
en plusieurs Barrel Age Beers, donnant une série que les Beer Geeks s'arrachent et même précommandent. Allez, je vous fais vite, par exemple, Hoppy Road avec la Mazout, qui est leur Imperial Stout de base, qui l'ont décliné en 4, Islay, Rum, Barrel Age, Speyside. La débauche avec les Woody Series, Woody Cellar, en fûts, différents fûts, chêne, cédar, compagnie. Nerd Brewing, eux, ils sont spécialisés, ils font que des Imperial Stout vieillis en fût et vanille, cocoa, coco, pareil, ça dépend. Vous l'aurez compris, les Imperial Stout et leurs déclinaisons sont mon style préféré, à égalité avec les double IPA, on va dire. Ça se boit évidemment plutôt en hiver quand il fait froid, ça réchauffe le corps, mais moi perso je m'en tamponne, j'en bois tout le temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous voulez plus de détails sur le style. Comme d'hab, les pouces bleus, l'abonnement, la cloche s'il faut, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas, buvez toujours modérément, mais buvez de la bonne et tchuss!